Et c'est le face-à-face avec David Revaud-Dallon du Monde et Bruno Jeudi du Journal du Dimanche. Bonjour messieurs. Bonjour Roselyne. Bonjour Roselyne. Alors 50 ans d'histoire, la France et l'Allemagne fêtent leur réconciliation dans un contexte européen difficile. Les deux pays vont commémorer le cinquantenaire du traité de Versailles à leur déclaration commune, envolée lyrique et poignante, sur l'amitié indéfectible. Cependant, c'est comme en amour et en amitié seuls, les actes comptent. En attendant, la France reste bien seule dans le conflit au Mali. Et puis sur la scène intérieure, l'union politique, l'union sacrée que l'on voyait la semaine dernière est en train de se fissurer à gauche comme à droite. Eh bien, on critique le manque de préparation. Voilà, donc on commence avec ce traité de Versailles et les commémorations. L'amitié franco-allemande, et c'est aussi le moteur, c'est le moteur européen, une relation complexe sur fond, il faut le dire, de tensions économiques et puis diplomatiques, puisque l'Allemagne n'a pas réellement soutenu la France dans son combat contre le terrorisme. C'est vrai, là, il y aura la photo de famille, la façade, c'est-à-dire un grand raout franco-allemand organisé à Berlin, un conseil des ministres commun, une conférence de presse commune entre le président Hollande et la chancelière Merkel. Enfin, beaucoup de démonstrations d'estime et d'amitié. Et effectivement, au-delà du cas malien qu'on évoquera plus tard, la réalité est un petit peu plus complexe. Alors, il ne faut pas non plus croire que Sarkozy-Merkel, c'était la lune de miel, comme l'avait dit l'ancien président Sarkozy quelques mois après son élection, puisque c'était aussi assez compliqué, mais peut-être plus personnellement. On avait quand même deux personnalités assez proches politiquement, et c'était plus de l'ordre du rapport de force, et effectivement, Merkel avait une puissance politique, et puis la puissance économique de l'Allemagne fait qu'évidemment, le modèle est toujours à chercher outre-Rhin. François Hollande, c'est un petit peu plus compliqué. Certes, il n'y a pas une grande fraternité entre les deux, personnelle. Il y a une opposition politique, bien sûr. Mais après, l'un et l'autre savent qu'ils doivent composer ensemble et se positionner ensemble sur une série de dossiers. Il y a un dominant, si on prend... Aujourd'hui, il y a un dominant. Il y a un dominant économique sur le plan économique et un dominé sur le plan politique. C'est clairement à l'avantage peut-être de Merkel. Même si la chancelière doit passer par la case élection l'année prochaine, ce qui pour l'instant a l'air de plutôt bien se passer pour elle. Et François Hollande, c'est vrai, fort de son élection plus récente, pourrait être en position de force. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais en même temps, je n'ai pas l'impression pour l'instant que ce soit une affaire personnelle entre eux. C'est plus pour l'instant un couple qui ne s'est pas trouvé pour l'instant. De personnalités très politiques, très tactiques. Ils ne se sont pas trouvés, ils se méfient l'un de l'autre. Angela Merkel n'a pas trop aimé le style de François Hollande comme ça, elle a du mal un peu à cerner le personnage. Mais enfin, c'est vrai qu'il faut se souvenir que les débuts du couple Merkozy, pour reprendre le mot qui a été utilisé pour les baptiser, c'était très froid et très difficile, puisque Nicolas Sarkozy, n'oublions pas, avait été chercher un autre allié qui aurait été la Grande-Bretagne. À l'époque, il avait fait un voyage, un discours pour vanter le couple franco-britannique par rapport à un couple franco-allemand auquel il croyait plus beaucoup. Le problème, c'est que moi, je trouve qu'on est fatigué un peu de ces commémorations franco-allemandes. Là. On a déjà eu pas mal en 2012, on recommence 2013, et en fait, il n'y a pas, pour l'instant, on est dans une phase... Je ne sais pas si on va parler de panne, mais il y a une phase où peut-être une lassitude, peut-être... Il y a beaucoup de choses, je trouve, qui ne fonctionnent plus très bien. Et puis, c'est au-delà du couple franco-allemand, c'est l'Europe qui ne fonctionne pas très très bien. On le voit dans pas d'Europe de la défense, donc, et puis pas de décision commune. Ça, c'est la cata. Enfin, je veux dire, moi, je trouve... Je suis même un peu choqué par l'attitude de l'Allemagne quand même, qui se pince le nez pour soutenir la France au Mali. On a attendu 5 jours Angela Merkel pour aller... Alors certes, François Hollande a peut-être pas été il y a l'histoire de l'Allemagne aussi sur les départs en guerre. Enfin, quand même, ils nous ont déjà fait le même coup sur la Libye, ils ont mis beaucoup de temps, là ils font le même coup sur le Mali. On sait, l'Allemagne c'est compliqué, ils n'entrent plus en guerre comme ça, mais en même temps, ils pourraient aussi soutenir les efforts diplomatiques de la France. Est-ce qu'il faut attendre aussi un soutien de l'Allemagne Pour l'instant, il ne vient pas, il ne semble pas devoir venir rapidement. C'est vrai, vous le rappeliez, il y a des raisons historiques, il y a des raisons constitutionnelles aussi, c'est beaucoup plus compliqué que chez nous pour lancer une opération. Après, c'est vrai qu'au-delà de l'Allemagne, on constate quand même une apathie générale de l'Europe. Il y a l'Europe de la défense qui est un serpent de mer qui n'avance pas depuis des années. On en parle depuis Saint-Malo à la fin des années 90. Et puis il y a sur le dossier malien quand même qui requiert une urgence, une intervention extrêmement rapide. Ce qu'a fait l'armée française, ce qui lui vaut aujourd'hui, on en parlera après,
de se faire taxer de solitude, mais en réalité, elle n'est pas seule, la France. Elle a été la première, elle a été rapide. Et le problème, c'est que les autres ne suivent pas, et donc on arrive à cette situation-là. Et c'est vrai que là, du point de vue de l'Allemagne, qui est, on le disait, un modèle économique en termes d'exportation, de modèle de production, de pouvoir d'achat, etc., on voit que là, sur le plan de la politique internationale, de la diplomatie et des affaires militaires, eh bien, effectivement, c'est loin d'être un modèle. Alors peut-être que pour l'Europe, que l'Europe se bouge, est-ce qu'il ne faudrait pas une sorte de Pearl Harbor européen, c'est-à-dire une grosse attaque? Alors, pas parler forcément de ce qui s'est passé à In Amenas, mais là où beaucoup de pays se rendent compte que la guerre du terrorisme concerne tout le monde. Quelque part, le Pearl Harbor, Roselyne, pardonnez-moi, il a déjà eu lieu. Souvenez-vous, les attentats de Madrid, les attentats de Londres. L'Europe a eu oui, mais pas dans le contexte du Mali. C'était plutôt dans le contexte au lendemain des attentats du 11 septembre. L'Europe est coupable de faiblesse vis-à-vis du terrorisme depuis déjà de longues années. Et au fond, elle s'accommode de pouvoir éventuellement s'arranger, laisser de temps en temps les Français en première ligne, essayer de régler les problèmes en interne. Au fond, chacun a son prisme par rapport à la question profonde du terrorisme. Et puis l'Afrique, de toute façon, on sait que c'est un continent où les armées européennes rechignent à intervenir, sauf la France. La France est intervenue parce qu'elle était dans son rôle, elle est sur sa zone d'influence, et il était logique qu'elle soit la première et forcément seule au début. Simplement, au bout de presque 2 semaines d'intervention, on ne voit pas quand est-ce que l'Europe va se bouger. On n'entend pas Mme Ashton. C'est pour ça que je me demande, est-ce qu'il faut un drame encore plus terrible que l'Algérie ? De toute façon, il y a l'Afrique de l'Ouest, la zone sahélienne, qui est au premier chef concernée par ces événements, mais derrière, immédiatement, c'est l'Europe. Donc le drame, il est à nos portes, je dirais. Et ce qui se passe sur le plan militaire, sur le plan du Mali, eh bien, c'est une métaphore de ce qui se passe aussi sur le plan économique, où vous avez vu, il y a des mécanismes de décision extrêmement longs, extrêmement bureaucratiques, et on a vu que face à la crise financière et à la crise de l'euro, eh bien, l'Europe avait mis des mois et des années en organisant des sommets de la dernière chance. Il faut un petit peu. C'est vrai que sur le plan matériel, pour l'instant, il n'y a pas d'aide. Si on veut être un peu caustique, les Anglais ont envoyé 2 avions. Il y en a un qui est en panne à Évreux. Mais des gros avions. Des gros avions. Il y en a un qui est en panne à Évreux, merci, quand même. Et alors, sur le plan économique, on va positiver un peu. C'est-à-dire que tous les pays européens vont aider la France à financer cette guerre au Mali, qui va coûter cher, certes moins cher qu'en Libye, mais qui coûtera cher. Donc une France qui est seule, et peut-être bientôt un François Hollande qui va se retrouver seul, dans le sens où l'union sacrée, cette logique d'union sacrée qui a vécu même pas une dizaine de jours, aujourd'hui on sent des réticences, on sent une sorte de fracture, notamment à droite. On l'a entendu d'ailleurs Alain Juppé, c'était son antenne la semaine dernière, qui se posait des questions sur est-ce que la France a eu raison d'aller seule au combat terrestre, au sol, dans le fond. Donc la critique d'impréparation. Est-ce que là, messieurs, vous considérez que c'est une critique justifiée ? Alors, l'union sacrée, il faut quand même le préciser, elle persiste à la base. C'est-à-dire qu'on le voit dans les différents sondages qui sont livrés chaque jour, les Français soutiennent plutôt l'intervention au Mali et soutiennent plutôt, assez largement aussi, l'action de François Hollande et lui font confiance. C'était le cas dans le sondage du journal du dimanche. Y compris dans l'électorat de droite qui est quand même rarement sur le reste. Qui est quand même rarement clément avec François Hollande et qui là, globalement, soutient l'intervention. Ça, c'est la base. Après, il y a le sommet et on voit qu'effectivement, il y a eu certaines critiques, je dirais plutôt marginal de la part du front de gauche et des écologistes. Ça, c'est pour la gauche. Mais pour la droite, on voit qu'il y a une division aussi. Il y a des personnalités comme... tactique. Il y a de la tactique. Je crois que dans cette affaire, jeu politique. Je crois que dans cette affaire-là, on est, hélas, pour certains, tombé dans de la tactique un peu ridicule par moment. Il faut bien voir. On a eu Hortefeux qui a parlé d'impréparation. À mon avis, là, il testait un peu une idée pour voir. Il cherche un angle d'attaque. On a eu Jean-François Copé qui a parlé de la solitude. Ça, c'était peut-être un peu plus justifié. Et puis, on a Laurent Wauquiez qui, dans Le Monde, ce week-end, évoquait un objectif de guerre pas très clair. Tout ça, ça va pas très très loin. Et tout ça, je trouve que c'est pas tellement du niveau parce qu'on voit bien que la droite, du coup, se divise. Il y a ceux... Jean-Pierre Raffarin a donné une leçon d'unité nationale ce week-end à ses petits amis, quand même assez magistrale, allant jusqu'à se diviser par rapport à Giscard. Bien, mais n'a-t-on pas le droit à un moment de critiquer qu'on soit de droite ou de gauche sur le fait que la France est partie un peu seule et un peu vite? Sur les 3 critiques que vous évoquiez, l'exécutif et la majorité ont trouvé immédiatement la parade. Sur l'impréparation,
ils expliquent, et c'est vrai que François Hollande a suivi depuis le début la crise malienne, il a même été assez en pointe sur le plan international. C'est un fait. À l'ONU, il en parle. Il a organisé une réunion, essayé de mobiliser notamment les États-Unis et l'ensemble des pays européens sur cette question. C'est le premier point. La solitude. Comme je le disais tout à l'heure, les Français ont été les premiers à intervenir extrêmement rapidement après l'offensive des troupes djihadistes. Donc là-dessus, les Français ont été uniquement rapides, pas seuls. Le problème, c'est les autres. La troisième, c'est les troupes au sol. Et je dirais, le déroulement des opérations, ça, c'est ce qui pourrait... pas pour l'instant, mais à terme, sur un terrain extrêmement compliqué, ça à terme se retourner contre la critique d'Alain Juppé, peut-être, il est peut-être un peu en avance. Cette critique-là va peut-être monter parce que c'est vrai que là, il y a un vrai risque potentiel si la France n'est pas rapidement soutenue par d'autres pays, auquel cas, effectivement, on verra sans doute, parce qu'une guerre, c'est long, une guerre, c'est rarement propre, et la France va encore le découvrir, et les Français aussi. Donc, ce sera sans doute compliqué pour François Hollande, qui aura besoin de soutien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut être un moment un peu sincère, un pouvoir de droite ne ferait pas différemment que François Hollande. De la même manière que pendant l'intervention en Libye, il y a un petit calcul politicien qui, à mon avis, je trouve, d'abord ne correspond pas à la tradition de la droite française et pourrait se retourner contre ceux qui l'utilisent. De la même manière, souvenez-vous, Bruno, que l'intervention en Libye n'avait pas fait l'objet de critiques massives de la part de la gauche. Martine Aubry, à l'époque, première secrétaire, s'était montrée plutôt discrète, à part quelques voix isolées. Il n'avait pas pris ce risque-là. Donc je pense qu'effectivement, c'est quand même un risque, même si à terme, ces critiques pourraient s'avérer fondées. Mais je pense que l'opposition a d'autres domaines pour critiquer François Hollande, y compris pendant la guerre. Je veux dire, la vie ne s'arrête pas parce que la France est en guerre au Mali. Je pense simplement que la droite prend un risque en se lançant sur un terrain qui n'est pas le sien. Et elle aurait grand tort à rompre l'unité nationale, qui prévaut encore aujourd'hui, il ne faut pas exagérer non plus, mais elle aurait grand tort à rompre ce front qui est nécessaire parce que c'est une guerre difficile et sans doute va-t-elle durer un peu plus longtemps que ne le disent aujourd'hui. Même si François Hollande se garde bien d'évoquer une date butoir, on voit bien qu'on est parti jusqu'à la saison des pluies, probablement pour l'intervention française. Et puis on voit un François Hollande qui tente de ménager l'Algérie, comme on l'a vu dans le conflit ces derniers jours, dans la prise d'otage. Laurent Fabius qui en a remis une couche ce week-end en disant qu'il était stupéfait des critiques qui pouvaient aller du côté de l'Algérie. On sent quand même un François Hollande qui est prudent, là aussi, avec un pays qui détient aussi la clé du conflit. C'est d'ailleurs le seul chef d'État ou de gouvernement occidental à n'avoir pas exprimé des réserves. Tous les pays concernés par la prise d'otage ont quand même plus ou moins fait valoir des critiques. A raison sans doute sur les informations. Sur les informations, on en saura plus évidemment dans les prochains jours. Mais François Hollande a été d'une modération extrême, ce qui prouve bien que finalement le lien avec l'Algérie, pour lui est plus important que la démonstration d'une critique. Il n'a pas le choix pour des raisons tactiques, stratégiques. Il n'a pas le choix pour des raisons stratégiques, politiques et même militaires, sachant que l'Algérie, c'est le front nord au fond. Détient la clé. Et c'est vrai que... Et les Français tiennent le front sud. Donc ce sont deux alliés, finalement, militaires et stratégiques dans cette affaire. Globalement, c'est le pays qui nous soutient le plus sur le front malien, au moins par le verrouillage de sa frontière. Et au-delà de cette question, qui aurait pu étonner il y a quelques mois encore, cette mansuétude à l'égard du gouvernement algérien, on remarque que François Hollande... Bien sûr, il y a eu ce que les commentateurs ont présenté comme la mute du président, sa transformation en chef de guerre, mais on remarque que de lui-même, il emploie des expressions beaucoup plus martiales. Moi, ça m'a surpris, ça, par contre, David. Je trouve qu'il y a un côté... il est en train de décomplexer la guerre, alors qu'on n'imagine pas un Nicolas Sarkozy. Il aurait été critiqué sur ce plan-là s'il avait utilisé certains mots, la guerre, le terrorisme, détruire les terroristes. Et on n'imaginait pas François Hollande lui-même utiliser un tel vocabulaire, une telle posture, ce qui montre qu'il y a quand même là une stratégie personnelle. Ils sont hardis un peu sur ce terrain-là. Ils sont hardis, voilà, un François Hollande qui sont hardis. Merci messieurs, on se retrouve dès la semaine prochaine. Et notre prochain invité politique sera Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. C'est ce mercredi. Je vous donne donc rendez-vous avec RFI et l'Express. À bientôt, merci.